Bonjour à tous, merci d'assister à ce deuxième webinaire interview que HMI MBS organise. La thématique aujourd'hui, c'est comment bien mener un projet cobotique. Pour cela, je suis accompagné d'Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour à tous. Et de Louis. Bonjour Bonjour. Louis. Donc pour commencer, je vais me présenter rapidement la société et après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis Nicolas Bouet, je suis le directeur général de la société HMI MBS. Donc petit rappel et présentation rapide de la société. HMI MBS, c'est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans d'existence aujourd'hui, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase de 2000 à 2013, où nous étions plutôt un bureau d'ingénierie, intégrateur de robots KUKA, on était KUKA Partner, et plutôt spécialisé de fin de ligne dans tout ce qui était encaissage, palettisation et autres. Depuis 2014, nous avons fait le choix de réorienter notre activité plutôt sur la commercialisation de produits innovants, avec des technologies un peu disruptives. Nous commercialisons le RERGOPAC, qui est un système de cerclage ergonomique de palettes, les robots Universal Robots, c'est l'objet de notre présentation du jour, les AMR, MIR et AutoGuide. HMI MBS, c'est une équipe de 34 personnes composée de différentes divisions. On a une division d'experts terrain où en fait, à chaque fois qu'on a une gamme produit, on a un expert terrain qui est dédié par produit. On a une équipe expert support technique qui est là vraiment pour aider tous nos clients à mettre en œuvre les produits que nous commercialisons. Une équipe SAV, tout le SAV est assuré en nos locaux et une équipe support administratif. HMI MBS réalise environ un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Concernant Universal Robots, donc Universal Robots qui est le leader mondial de la cobotique, c'est une entreprise qui a été créée en 2005 au Danemark. Nous sommes devenus distributeurs en 2012, donc ça fait 9 ans que nous sommes distributeurs. On a fait partie des précurseurs en France dans le domaine de la cobotique. En 2016, on est devenu préféré de partenaire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Universal Robots, c'est plus de 50 000 robots vendus dans le monde. C'est une présence dans plus de 130 pays et au niveau d'HMI-MBS, on a vendu plus de 900 robots en France depuis 2012. La gamme UR, vous le savez peut-être, elle va de l'UR3 qui a une capacité de porter 3 kg, avec l'UR5 5 kg, l'UR10 10 kg, et qui maintenant l'UR10 d'ailleurs a une capacité de 12,5 kg, et l'UR16 qui a une capacité de 16 kg, avec une possibilité d'atteindre des distances de 500 mm pour l'UR3 jusqu'à 1300 mm pour l'UR10. Je propose donc, pour rentrer dans le vif du sujet, qui est comment bien mener un projet cobotique, je vais éventuellement vous demander de vous présenter. Hélène peut-être? Oui, donc moi c'est Hélène Lapsolu. J'étais auparavant chargée d'affaires dans le domaine de l'usinage. J'ai intégré les équipes d'HMI MBS il y a 3 ans et demi et je suis sur le poste de chargée d'affaires depuis 1 an. Merci. Oui. Moi c'est Louis, je suis chez HMI depuis 2016. J'ai intégré la boîte pour mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur. Puis après j'ai évolué sur différents postes, notamment au bureau d'études et à la programmation des robots. Et maintenant je suis chargé d'affaires comme Hélène. Très bien, merci. Donc on rentre dans le vif du sujet. Ce que je vous propose donc, dans cette démarche, on va déjà commencer par l'aspect un peu négatif, c'est-à-dire vos retours d'expérience plutôt négatifs que vous avez rencontrés et les leçons que vous en avez tirées, parce que c'est ce qui va faire qu'on va ensuite avoir les bonnes pratiques. Donc qui veut commencer sur un projet donc, qui est un échec? Je vais commencer. Okay. Donc sur le premier exemple qu'on va vous parler, c'est un client qui souhaitait encaisser ses produits. C'était des paquets soupe type des paquets de farine ou des paquets de pâtes. Donc le client nous a envoyé ses produits, enfin les spécifications de ses produits avec les dimensions. On a vérifié que la taille des paquets permettait de bien rentrer dans les cartons. Sur le papier, il n'y a pas de problème. On a fait une visite chez le client et là on a remarqué que l'opérateur avait tendance à tasser dans les cartons les produits pour pouvoir les insérer. Donc là ça nous a un peu inquiétés. On a mesuré les produits chez le client directement et là on a vu que d'un produit à un autre on avait une différence de dimension. Ce qui engendrait en fait, si on tassait pas, le produit rentrait pas dans le carton. Donc ça c'était problématique pour le robot parce que le robot lui il répète les actions simplement les unes après les autres et si on a une variation lui il pourra pas prendre en compte. Donc ce qu'on a retenu de cette expérience là c'est avoir les bonnes informations exactes et précises et qu'elles concordent entre la pratique et la théorique et également une régularité entre les dimensions des produits pour que ce soit automatisable. Très bien, merci. Hélène, pareil, mauvaise expérience? Oui, alors j'ai choisi de vous parler d'une application qui consistait à manipuler des œufs en chocolat. Donc vous savez, ces œufs que tout le monde connaît, qui sont une couche de chocolat blanc à l'intérieur avec un petit jouet dedans pour les enfants. Donc le but était de prendre les œufs sur un thermoformé dans un carton et de les mettre dans une machine de conditionnement. Donc nous avons mené les études dans ce sens. Pour finaliser cette étape, nous sommes allés chez le client sur place pour voir comment nous allions mettre en place tout ça.
Et donc, arrivé auprès de l'opérateur, nous avons observé qu'il regardait les œufs avant de les mettre dans la machine de conditionnement. Donc, nous lui avons demandé ce qu'il faisait. Il nous disait qu'il vérifiait qu'il n'y ait pas de taches blanches qui soient apparues sur l'extérieur du chocolat. Donc, nous, c'est une information que nous n'avions pas pris en compte au BE, puisque l'interlocuteur client prenait connaissance en même temps que nous de cette étape. Donc, nous aurions pu mettre en place un système de vision pour pouvoir automatiser ce contrôle, mais cela a entraîné une perte trop importante de rentabilité sur le projet, donc le client a préféré s'en arrêter là. D'accord. Donc, ce qu'on a retenu, nous, de cette expérience, c'est surtout de ne pas hésiter à aller observer l'opérateur travailler manuellement. Et ce qu'on conseille aussi souvent, c'est même de prendre des vidéos pour être sûr de ne pas oublier les tâches annexes qui paraissent tellement évidentes. Qui sont des fois même pas pris en compte au niveau du bureau méthode, en fait. Voilà, sur les fiches de poste, voilà, des fois Là, donc, à présent, la tâche était décrite nulle part. C'est un élément qui avait été ajouté naturellement dans la partie production, voilà, mais qui n'était pas pris en compte pour la partie méthode et organisationnelle. tout à fait. Donc, pas hésiter à bien observer ce qui se passe pour bien que le cobot puisse le faire aussi. Très bien, merci. Oui, une autre expérience négative? Oui. Donc là, c'était pour un client qui voulait encaisser des biscuits génoises. Donc en fait, les biscuits arrivaient sur un convoyeur, sur une grande bande, et déjà prédécoupés. Le client nous avait dit que les produits se décollaient bien de la bande et le pourtour restait bien sur le convoyeur. Chez nous, quand on a fait des essais, ça fonctionnait ici. Mais on a quand même un doute, donc on a préféré faire une preuve de concept chez le client. On a fait un outil manuel, on n'a même pas emmené de robot chez le client. Et en fait, on voulait vérifier deux choses. D'une, qu'on marquait pas trop les produits chez le client. Et de deux, que le pourtour, il restait bien sur le convoyeur. Et en fait, on a remarqué que on n'avait pas 100% de réussite sur la prise des produits. On arrivait à chaque fois à prendre la génoise, mais une fois sur 5, le pourtour restait avec le produit, comme sur la photo du diapo. Et donc en fait, dès qu'on a un doute sur une faisabilité, on préfère faire une preuve de concept pour enlever ce doute et partir sereinement sur l'application par la suite. Sachant que cette preuve de concept doit vraiment refléter la réalité. C'est-à-dire que là, si j'ai bien compris, vous aviez fait une preuve de concept dans nos ateliers qui était fonctionnelle. C'est ça. Le biscuit avait été un peu stocké, entre guillemets, Exactement. entre la production. Et là, en live chez le client, lorsque vous êtes mis sur la ligne de production, le biscuit est plus frais. Ouais, Et des problèmes se sont posés à ce moment-là. Exactement. Vous avez pu identifier ça. D'accord. Donc c'est vraiment important, effectivement, je crois, de faire une preuve de concept sur dès qu'on a un doute, en fait, sur un point technique particulier, mais que cette preuve de concept reflète la réalité. En fait. C'est là où il faut faire attention aussi sur les preuves de concept qu'on réalise. Exactement. Précis. Okay, merci. Donc là, on a parlé d'échecs. Maintenant, on va rentrer dans le côté plutôt positif de notre entretien. Est-ce que vous pouvez parler d'une réussite? Qui veut commencer à parler d'une réussite? Ouais, je vais encore commencer. Donc là, la première réussite, c'est qu'on va parler d'un projet clé en main. Ça veut dire que le client avait un cahier des charges et il fallait qu'on fabrique la machine suivant ce cahier des charges-là. Le but de l'application, c'était de dépalettiser et palettiser des bacs en plastique. Donc le robot devait dépalettiser des bacs vides, les poser sur une table, l'opérateur mettait des produits dedans, le redonnait au robot pour que le robot palettise par la suite. Ça, c'est une vraie interaction intéressante Exactement. entre la cobotique et l'opérateur pour diminuer. De plus que là, en plus, les bacs à palettiser pesaient jusqu'à 10 kg, donc en termes de TMS, c'est assez important pour l'opérateur. Donc là, ce qu'on a fait tout au long du projet, c'est intégrer les opérateurs dès le début en fait. On est allé chez eux, on a vu comment ils faisaient manuellement et on leur a posé des questions sur comment ils pensaient voir la nouvelle machine pour avoir un peu leur ressenti et que nos études s'adaptent le plus à leur souhait en fait. Avec ces remarques, on a fait les études, on a développé la machine, puis ils sont venus tester la machine pour valider d'une que le fonctionnement correspond à leurs attentes et de deux que les opérateurs puissent vraiment toucher la machine directement. L'ergonomie, en fait, du système. Exactement. Et par exemple, un des points qui nous a permis d'être relevé, c'était il y avait un plateau glissant sur la table et pour les opérateurs, c'était pas assez glissant. En fait, on forçait trop. Vu que c'est une opération qui répète assez souvent dans leur journée de travail. Exactement, on a optimisé ce glissement pour que ce soit plus fluide pour l'opérateur. Et donc en fait, toutes ces actions-là nous ont permis de déployer la machine efficacement chez le client sans avoir à perturber la production. Les opérateurs étaient déjà au courant de comment fonctionnait la machine, ils avaient déjà, tout était optimisé pour leur fonctionnement, donc c'était une vraie réussite pour nous.
C'est une vraie acceptation par l'opérateur. Le fait de Exactement. l'impliquer, pour lui, c'est pas une surprise, une nouvelle machine arrive. Non, c'est quelque chose sur lequel il a participé dans le projet, donc il s'est d'autant plus engagé sur le résultat. Exactement. Et donc, Je crois même qu'il lui avait donné un petit nom au robot. oui, je crois que c'était Polo, c'est ça? Oui, C'est ça? D'accord. Ça, c'est un signe, parce qu'à partir du moment où effectivement on commence à donner des noms aux robots, c'est que vraiment le robot est parfaitement accepté Il au fait sein des partie de équipes. l'équipe. Ouais, complètement. Exactement. Et du coup, ce qu'on a retenu de cette expérience-là, c'est vraiment d'intégrer les opérateurs tout au long du projet pour qu'ils soient le plus à même d'utiliser une fois chez eux. Si. Hélène, un retour positif aussi? Bien sûr. Donc du coup, moi, je vais vous parler plutôt d'un projet en do it yourself. Donc le client souhaitait développer son application lui-même afin d'être plus autonome, de connaître parfaitement son application et ce qui lui permettait d'avoir une flexibilité plus importante au sein de son entreprise. Mais évidemment, nous étions là pour l'accompagner et l'aider à bien mener son projet. Donc le but, c'était de faire du chargement-déchargement de machines d'usinage. Donc il fallait prendre une pièce brute, la charger dans la machine, reprendre la pièce après usinage et la déposer sur un plateau de pièces finies. Donc pour l'aider dans ce développement de projet, nous avons un expert terrain qui est passé chez lui dans les ateliers. Ils ont fait le tour des postes qui étaient cobotisables. Et nous, dans un premier temps, on lui a conseillé de prendre un projet simple pour commencer. Donc ensuite, nous avons collecté toutes les données, par exemple le poids des pièces, le plan de la machine, le plan de la zone, pour voilà, par exemple, bien savoir où mettre le robot par rapport à la machine, pour qu'il puisse savoir atteindre les pièces, la machine est différente, voilà, ne pas perturber la circulation, etc. Voilà, et puis en suivant sa portée, être sûr de bien pouvoir mettre les pièces. Donc nous avons collecté toutes ces infos de façon rigoureuse. Alors c'est vrai qu'on a posé beaucoup de questions, mais c'est pas pour embêter les clients hein, quand on pose des questions, c'est vraiment pour être sûr d'avoir toutes les infos et de bien pouvoir faire l'intégration du robot. Donc après, on a pu l'aider dans sa conception mécanique pour faire les chariots de pièces, pour faire son schéma électrique et puis aussi dans l'analyse des risques. Ensuite, le client est venu se former chez nous. Et puis, un de nos ingénieurs est venu en ses locaux pour l'aider à optimiser son application. Voilà. Aujourd'hui, l'opération est parfaitement fonctionnelle. Le client est content parce qu'il maîtrise en fait sa techno. Et il sera capable de redéployer potentiellement d'autres robots oui. En suivant bien les règles naturellement qui sont liées aux normes de sécurité qui sont imposées par rapport à la mise en œuvre de la cobotique. Donc ça c'est vraiment important et nous on est vraiment là pour vous accompagner effectivement sur ce côté analyse de risque, mise au point et aussi sur la partie avant-projet avec des simulations 3D. On amène toute une palette de services pour vous aider à mettre en œuvre nos produits. Okay. Un autre exemple? Non, on a préféré synthétiser pour cette présentation. D'accord. En 2 réussites, 2 projets distincts. Donc là, effectivement, on avait 2 typologies de projets. Une typologie en version classique, cahier des charges, exécution, et une typologie version do it yourself. C'est ça. Très bien. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est essayer de synthétiser tout ça. Donc je crois que vous avez préparé un élément en 12 points. Et si on respecte ces 12 étapes, un projet cobotique est une réussite à coup sûr? À coup sûr. Je vous laisse présenter ces 12 points. Oui. Alors, le premier point, on a mis connaître son procédé parfaitement. Donc, c'est ce qu'on a vu avec mon exemple d'œuf en chocolat. Donc, voilà, ne pas hésiter à aller analyser ce que l'opérateur fait, à bien l'observer et puis prendre en compte vraiment toutes les tâches. La méthodologie du film est intéressante parce qu'effectivement, ça permet de reprendre le temps d'analyser, de voir les petits détails. Souvent, l'opérateur va corriger un petit défaut parce que la pièce qui est censée sortir est parfaitement bavurée, mais elle ne l'est pas, donc il retouche la pièce s'il y a besoin. Il ne se pose pas de questions, c'est quelque chose qui est intégré, mais qui n'est pas pris en compte du tout dans l'analyse par le bureau méthode derrière. C'est vraiment l'idée du film, c'était une très bonne idée, j'ai noté ça. Puis après, avec cette connaissance du procédé, on peut définir la tâche à cobotiser, parce qu'on n'est pas forcément obligé de cobotiser toute l'action manuelle, juste une partie par exemple, pour gagner en productivité ou en ergonomie par la suite. D'accord. En troisième point, on a mis collecter les données. Donc c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le poids des pièces, la cadence qui veut être respectée, le plan de la zone, bien prendre en compte l'environnement pour... Et les interactions aussi potentielles avec les opérateurs qui y a autour. Très bien. Puis après, on peut vérifier la faisabilité, notamment avec le robot, en suivant la vitesse, la charge et la portée des robots qu'on a à notre disposition.
On peut également faire une simulation 3D pour valider certains mouvements un peu particuliers. Et aussi, comme sur l'exemple de la génoise, faire une preuve de concept pour sauter, enfin pour enlever tous les doutes sur une action spécifique. Ok. Après, on a mis la pré-analyse des risques. Donc là, voilà, pour être sûr d'être en conformité avec les normes en vigueur et les directives, pardon. Ce qui veut dire que c'est à ce moment-là, vous voyez s'il y a besoin d'ajouter, en plus de la sécurité intrinsèque du Kobo, s'il y a besoin d'ajouter ou pas des éléments complémentaires. Voilà, du matériel complémentaire. Puis après, du coup, avec ces différents points, on peut définir du coup le robot à prendre, le préhenseur, quelle est l'implantation la plus optimale, et également le matériel de sécurité s'il y en a à avoir. D'accord. Donc en 7e point, on a mis la formation au robot, à la programmation du Alors, robot. on sait que la programmation des UR a été simplifiée. C'est un aspect du côté collaboratif pour UR. Je rappelle, il y a deux aspects pour le côté collaboratif sur UR. Un qui est l'aspect sécuritaire, qui est évident, qui répond aux normes. Et le deuxième aspect, c'est la simplification et la démocratisation en fait, de l'utilisation des robots à travers une programmation qui est simplifiée, qui est en français, mais qui, malgré tout, si on veut aller un peu plus dans le détail et faire les choses parfaitement proprement et en conformité avec les règles de mise en œuvre du Kobo, c'est préférable de suivre une formation. Cette formation, elle peut être soit délivrée sur Internet, vous pouvez déjà faire des premiers modules de formation en accès gratuit sur Internet, et venir compléter dans notre centre de formation agréé UR. Puis après, on peut du coup réaliser une analyse des risques plus approfondie que la pré-analyse. Et notamment, on peut s'aider de la norme ISO TS 15066 qui réfère au fonctionnement des robots collaboratifs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. De toute façon, c'est obligatoire lorsqu'on met en place une cellule cobotisée de faire une analyse de risque avant de la démarrer. Ok. Après tout ça, on est prêt à mettre en place, à installer l'application. Puis après, faire la programmation du robot, suivant deux points spécifiques. D'une, les bonnes pratiques d'Universal Robot sur la programmation, pour avoir un fonctionnement du robot optimal, et de deux, en intégrant les paramètres de sécurité qu'on aura prédéfinis dans l'analyse des risques. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus. On aura l'occasion dans les mois qui viennent de réaliser un webinaire interview avec un spécialiste de chez UR concernant les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des robots et de façon effectivement à maximiser l'utilisation du robot tout en restant dans les périmètres physiques corrects pour l'exploitation de ces robots. Donc après, on teste l'application avec les produits et puis on fait la mise en service. Et puis après, on finit par la formation opérateur pour qu'il soit efficace à l'utilisation de la machine par la suite. D'accord. Donc là, tout à l'heure, vous m'aviez parlé dans les points de réussite qui était l'implication des opérateurs. Par rapport à ces 12 étapes, à quel moment vous pensez que c'est important d'impliquer l'opérateur? Alors d'une part, naturellement, sur la connaissance du procédé, parce que c'est là qu'on va pouvoir échanger avec l'opérateur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres étapes éventuellement qui paraissent judicieux pour l'impliquer? Pour lui présenter la solution peut-être qui est envisagée ou des choses comme ça? Une fois qu'on a défini le matériel, parce que c'est-à-dire qu'on a un peu une notion de l'implantation de la machine, et donc on peut déjà les intégrer à ce moment-là pour savoir s'ils ont des remarques, peut-être à optimiser, je sais pas, un chariot à mettre plus à droite qu'à gauche, par exemple. Oui, dans l'implantation. À tenir compte, eux, de leurs habitudes aussi pour essayer voilà, et puis après aussi, un peu dans la programmation pour savoir au niveau du fonctionnement du robot, qu'est-ce qui est le plus optimal à faire pour eux, quoi. Très bien. Ok. Écoutez, merci pour toutes ces informations. Vous avez d'autres éléments à ajouter ou pour vous, si on suit ces 12 étapes, on est bon à tous les coups? Vous savez tout. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions aujourd'hui? Je vais regarder sur le chat s'il y a des questions qui sont tombées. D'accord. Donc, est un upgrade possible ou cela devient votre standard? Non, c'est alors concernant l'UR10 qui passe effectivement de 10 kg à 12,5 kg, je réponds à Gabriel Leport. Donc effectivement, ça devient le nouveau standard. Il faut savoir par contre que tous les robots, lorsqu'on va prendre une application existante chez un client qui est équipé d'un UR10, on pourra mettre la nouvelle génération du UR10 à la place avec une capacité de 12,5 kg sans qu'il y ait de changement ou de modification particulière. Ils sont complètement compatibles. Mais c'est le nouveau standard qui sera livré à partir de début juillet normalement. Alors, il sera intéressant de voir en détail l'analyse des risques des deux projets réussis. Alors, nous aurons l'occasion aussi dans un des webinaires interviews qui vont venir dans les mois qui viennent d'avoir tout un élément et on va consacrer complètement une interview sur cet aspect analyse des risques et sécurité dans la cobotique. Parce que c'est un vrai sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est fondamental de le faire et on se rend compte que souvent les gens ne savent pas trop comment appréhender ce point-là et nous on est là pour vous aider dans ce domaine.
Donc Faudra c'est quelque chose qui va être abordé dans les mois qui viennent. Avez-vous des expériences dans le domaine du soudage à l'arc, les contraintes comme la protection de l'arc, les aspirations des fumées? Doit-on en ce cas protéger l'installation en installant les cobots dans une cellule comme des robots traditionnels? Devons-nous ajouter des barrières immatérielles au scanner pour protéger la zone? Qu'imposent les normes de sécurité dans ce domaine? Alors, nous avons aussi prévu un webinaire dans le domaine de la soudure. Savoir qu'aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de partenaires spécialistes de la soudure qui, eux, maîtrisent parfaitement toutes ces normes qui sont particulières. C'est vraiment un vrai métier, hein, la soudure, c'est un vrai savoir-faire. Et on préfère toujours s'appuyer, que ce soit... alors on a plusieurs partenaires, hein, dans le domaine, que ce soit FTS, que ce soit Vestalpine, etc. On a différents partenaires qui ont développé des solutions. Et ils viendront participer à un webinaire et on pourra vous expliquer tout ça dans le détail. Bonjour, faites-vous chez le client chaque fois une preuve de concept? Non, ça va vraiment dépendre en fait de l'application et de la nécessité d'être chez le client. Typiquement, dans le cas des viennoiseries ou de la génoise qu'on a vu tout à l'heure, on avait pu constater que la génoise était beaucoup plus fraîche chez le client, encore heureux, et donc plus moelleuse, et ne se comportait pas tout à fait pareil que lorsqu'elle était en atelier, le temps du transport, etc. Donc c'est dans le cas où on a ce risque de modification du produit lorsqu'on sort du client qu'on va aller chez le client faire le POC. Sinon, la plupart des POC, on les réalise dans nos ateliers, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Et on a une équipe qui est dédiée à ça, ce qui permet de faire des POC assez rapidement. Vous nous donnez vos produits, vous décrivez vos applications, votre besoin, et on vous fait une petite vidéo, on nous met en œuvre et on vous fait une petite vidéo du résultat. Avez-vous des projets standards pour des cobots de palettisation, par exemple? Oui, nous avons des projets standards pour les éléments de palettisation. Alors, je me répète encore un peu, excusez-moi, mais sachez que la thématique justement du webinaire interview qui aura lieu fin juin, c'est effectivement la palettisation et on pourra vous présenter tout ça lors de ce webinaire. D'autres questions? Oui, avez-vous du recul sur l'aspect maintenance des cobots UR, panne et préventif? Alors, on commence depuis 9 ans à avoir un peu de recul. On a des robots qui tournent depuis 9 ans aujourd'hui sur lesquels on n'a pas fait d'entretien du tout. Il y a d'autres robots où on a été obligé d'intervenir et de changer des articulations rapidement. On se rend compte que souvent, les robots en fait, qui présentent des défaillances un peu rapides, c'est souvent lié à une intégration qui n'est pas conforme aux règles. En fait, on trouve souvent des accélérations qui sont assez démesurées par rapport aux capacités. Alors c'est vrai que sur l'UR, on peut mettre des accélérations importantes, mais si on va trop vers l'excès, ça donne des à-coups importants au niveau des articulations et ça vient solliciter les articulations, engendrant en fait une usure prématurée des articulations. Aujourd'hui, il faut savoir qu'Universal Robot a développé un certain nombre d'outils qui permettent, tels que le Log Viewer, qui nous permet effectivement de se rendre compte de ces défauts. Et on a des moyens d'analyse, et ça fait partie des prestations qu'on peut vous proposer aussi, c'est de venir chez vous pour analyser votre application. Et en fait, on fait une vidéo, on fait une mesure avec Log Viewer en parallèle, et on peut voir sur chaque mouvement si les accélérations sont conformes, si le robot est trop sollicité, quelle articulation est trop sollicitée. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Et c'est pour ça qu'on a prévu dans les mois qui viennent de faire ce webinaire interview sur les bonnes pratiques et les bonnes règles de mise en œuvre des robots de façon à maximiser leur durée de vie. D'autres questions? Est-ce qu'une fois l'analyse de risque validée, on doit obligatoirement faire passer un organisme de vérification? Non, pas obligatoirement. Une analyse de risque, elle peut être faite en interne. Hein, c'est ce qu'on appelle une auto-certification. Il faut qu'elle soit faite, par contre, suivant les bonnes règles. Il faut savoir que nous avons été formés par l'APAV pour faire ces analyses de risque et on respecte la trame APAV pour les faire. Et voilà, mais il n'y a pas une obligation, c'est pas obligatoire de faire appel à un organisme de vérification. Après, souvent, c'est un intérêt pour les entreprises d'avoir un avis d'une tierce partie. Il faut que ce soit ou le fabricant ou le client lui-même, mais ce n'est pas une obligation légale. D'autres questions peut-être? Je crois qu'on est arrivé au bout. Peut-on travailler avec des cobots UR associés à des systèmes de vision? Oui, naturellement, on a un certain nombre de systèmes de vision qui vont de la vision 2D relativement simple jusque de la vision 3D pour faire du dévraquage. On a vraiment un panel d'outils qui est important. Et souvent, en plus, les fabricants de systèmes de vision ont développé des systèmes de vision qui associent ce qu'on appelle un UR-CAPS, donc, qui permet de facilement déployer la caméra et de la faire communiquer avec un robot UR. Parce qu'en fait, on vient brancher la caméra au robot, on installe un petit module logiciel, une sorte de driver sur le robot, et le robot pourra communiquer facilement. Après, il existe différentes solutions. Soit il y a des caméras où on va tout paramétrer directement sur le teach pendant du robot, ou d'autres éléments où on va travailler avec un ordinateur extérieur pour le faire. On a même des fonctions vision qui permettent, lorsque le robot est mobile, typiquement lorsqu'on fait du déchargement de machine-outil, on peut amener le robot devant la machine-outil et le replacer. On a des caméras en fait, qui permettent, à l'aide d'un QR code,
un tag. La caméra du robot vient reflasher le tag et en fait, ça recale le repère du robot par rapport à sa nouvelle position. Donc ça permet aussi de garder toujours flexibilité, mobilité sur les cellules robotiques. Et puis même ce que je peux rajouter, c'est sur notre YouTube, on a fait des vidéos tuto sur comment utiliser des systèmes de vision. Tout à fait. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. On a effectivement montré des vidéos, comment exploiter, alors que ce soit les caméras on-robot, robotique, SICK, il y en a un certain nombre, du SensoPart, il y en a un certain nombre comme ça, où on vous montre effectivement comment déployer et exploiter ces caméras sur les robots UR. Et puis il n'y a pas que les caméras sur notre YouTube, il y a tous les produits UR qu'on commercialise. Merci. Autre question, à certaines vitesses, devons-nous caractériser autour du robot? Alors oui, sachant que la norme, en fait, c'est pas une question de vitesse. Hein, donc on précise bien les choses. Souvent, on a cette confusion qui est là où on confond vitesse. La norme, en fait, c'est une notion d'énergie qui est transmise en fait en termes d'impact et de choc qui déclenche l'arrêt du robot. Donc c'est pas toujours qu'une vitesse, ça va être lié au poids de la pièce, ça va être lié à la forme du préhenseur. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont faire qu'on va atteindre une vitesse maxi, mais c'est lié à un contexte, c'est lié au produit, c'est lié à plein de choses. Mais c'est pas, j'insiste bien, c'est pas parce que souvent on parle des 250 mm/s qui nous disent que c'est en dessous de cette vitesse-là, on est collaboratif, au-dessus on ne l'est pas. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment lié à un problème d'énergie. La norme TS 15066 précise parfaitement les notions d'énergie à mettre en œuvre. Pour ça d'ailleurs, nous disposons nous des matériels qui permettent de faire ces mesures d'impact, de force d'impact, et donc permet de faire tous ces calculs et qui permet de vérifier que les solutions que nous commercialisons ou les solutions que les clients intègrent et mettent en œuvre sont conformes aux directives machines et à la norme TS 15066. Donc la règle, c'est pas obligatoirement caractérisé ou pas caractérisé, c'est vraiment lié à votre application et c'est pas un problème de vitesse, j'insiste bien, c'est un problème d'énergie. On est d'accord? Oui. Encore une question peut-être? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire interview, donc le deuxième de HMI MBS. Merci Hélène, merci Louis. Merci à vous. Et donc le prochain qui aura lieu fin juin sera donc sur la thématique de la palettisation. Merci, au revoir et bonne journée. Au revoir. Au revoir.